Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas assez fort? Dites-moi tout. Ça va? Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. À celles et ceux que je vois chaque lundi ou à celles et ceux qui sont là pour la première fois pour nos conférences organisées par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg. On espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé avec cette super météo grâce à ce jour férié qui nous permet d'avoir du bon temps mais qui nous appelle aussi à commémorer le 8 mai, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous fêtons les 80 ans cette année-là, en 2025. À cette occasion, nous avons reçu Jeanne Théboul la semaine dernière, peut-être que vous étiez là. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Stroh, historien rattaché au laboratoire Arche à l'Université de Strasbourg, plus spécifiquement chercheur en histoire contemporaine, documentariste spécialisé en histoire du national-socialisme, des homosexualités, de l'Alsace et des autres territoires européens annexés par le Troisième Reich. Monsieur Stroh a soutenu en 2018 une thèse d'histoire contemporaine, ici à l'Université de Strasbourg, intitulée « Justice et homosexualité sous le national-socialisme, étude comparée du pays de Bade et de l'Alsace ». Donc une étude comparée entre l'Alsace et régions frontalières en Allemagne. Et vous menez toujours aujourd'hui des travaux sur les homosexualités sous occupation allemande, donc entre 1939 et 1945. Nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui pour une conférence autour de ces travaux qui témoigne d'un aspect de l'histoire de cette politique, parfois moins connue et pourtant très importante également. Alors on le remercie, comme d'habitude, on sera là pour les questions après la conférence. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, ça va? Vous m'entendez? Oui? Oui, c'est bon? Alors, donc bonjour, merci déjà pour l'invitation au Jardin des Sciences et à vous d'être venus pour mon échelle nombreux. Donc je vous remercie. Je vais vous présenter, comme cela a été dit, une partie de mes recherches donc, sur l'histoire de la répression nazie de l'homosexualité masculine en Europe, donc à l'occasion des 80 ans de la fin de la guerre. Alors c'est un sujet relativement méconnu tout de même, on en parle relativement peu. Et en même temps, c'est un sujet qui est souvent fait objet de polémiques. Peut-être que vous vous rappelez, au début des années 2010, il y a eu tout un débat dont les médias se sont fait l'écho sur l'existence ou non de déportation d'homosexuels français pendant la guerre. Donc il y avait ceux qui estimaient qu'il y en avait eu, et ceux qui estimaient qu'il n'y avait pas eu de déportation d'homosexuels. Et notamment un député, Vanès, du Nord, qui parlait de fameuses légendes de la déportation des homosexuels français durant la guerre. Donc il y a eu ce débat au début des années 2010. En réalité, tous les intervenants, tous les acteurs à ce débat étaient relativement peu intéressés par la vérité historique. Ce n'était pas un débat d'historiens, c'était en fait un débat sur la question du mariage pour tous, début des années 2010. Et en présentant ça un peu à gros traits, soit vous étiez pour le mariage pour tous et vous aviez l'opinion, puisque c'était finalement que des opinions, qu'il y avait eu de la déportation et qu'il y en avait eu énormément. Soit vous étiez contre le mariage pour tous et vous estimez que c'était une légende qui avait été construite pour inscrire les homosexuels dans le discours victimaire en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. En réalité, les recherches scientifiques sur le sujet, qui se sont multipliées depuis, mais qui existaient déjà en partie à l'époque, montrent que, comme bien souvent, la réalité historique a été bien plus complexe que ce qu'on en dit a posteriori, et surtout quand on essaye de faire un usage politique de l'histoire. Et à ce titre-là, la question de la répression nazie de l'homosexualité a vraiment été utilisée dans le champ politique. Ce que je vous propose, c'est de revenir aux sources, de regarder dans le détail la complexité de cette histoire. Donc, comme on l'a dit en introduction, je vais parler aujourd'hui uniquement de l'homosexualité masculine, parce que l'homosexualité féminine était considérée et traitée différemment par les nazis que l'homosexualité masculine. Et un bon exemple, c'est que l'homosexualité masculine était pénalisée, donc dans le code pénal allemand,
alors que l'homosexualité féminine ne l'était pas. Par ailleurs, il y avait une catégorie de détenus dans les camps de concentration spécifiques pour les hommes homosexuels, donc les fameux triangles roses, ce qui n'était pas le cas pour les femmes. Ce qui ne veut pas dire que les femmes homosexuelles n'étaient pas réprimées, mais elles l'étaient par d'autres biais. Donc moi, je me concentre aujourd'hui sur la question de l'homosexualité masculine. Par ailleurs, je vais parler régulièrement d'homosexuels. C'est par facilité de langage, simplement pour désigner des personnes, simplement, qui ont des désirs ou qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, et sans jamais rien préjuger de la manière dont ces personnes se seraient elles-mêmes considérées. C'est difficile pour nous de les mettre dans des cases. On ne sait pas ce qu'elles auraient dit d'elles-mêmes, si elles auraient reconnu ce terme ou pas. Puisqu'il y a toujours aussi cette dualité entre à la fois des pratiques sexuelles, des pratiques homosexuelles et une identité homosexuelle. Pour nous, on estime souvent que les deux vont de pair, mais pas forcément. On peut avoir des rapports sexuels entre hommes et pas se considérer pour autant comme homosexuel. Donc vraiment, là, on va avoir une définition la plus objective possible. Homosexuel, j'entends par là des personnes qui ont des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Donc, comme vous le savez, à partir de 1938, l'Allemagne nazie a mené une série d'annexions, l'Autriche, les Sudètes, sur la base d'accords internationaux. Puis, à la faveur des victoires militaires de 1939 à 1941, l'Allemagne nazie a envahi une grande partie de l'Europe. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils n'ont pas traité tous les territoires européens de la même façon. On peut relever deux catégories principales. D'une part, les territoires qui étaient placés sous occupation militaire, et d'autre part, les territoires qui étaient à proprement annexés au Reich. Donc les Allemands considéraient que c'était partie prenante de l'Empire, même si toutes ces annexions, on pense évidemment à l'Alsace ici, mais aussi l'ouest de la Pologne, le nord de la Slovénie actuelle, le Luxembourg, Eupen-Malmedy en Belgique. Tous ces territoires ont été annexés par l'Empire allemand et considérés comme terre allemande, avec un argumentaire qui se basait principalement sur des critères culturels historiques. Et ces territoires ont donc été annexés. Ils l'ont tous été en dehors du droit international. Aucune de ces annexions n'était reconnue en droit international. Or, quand les Allemands sont arrivés dans ces différents territoires qu'ils ont occupés, annexés, ils se sont très vite étonnés de l'importance de la sexualité entre hommes qui pouvait y exister. C'est en tous les cas ce qui ressort de leur rapport. Et pour prendre un exemple local, la Kriminalpolizei, donc la police criminelle allemande à Colmar, dès novembre 1940, signale que, je cite, donc d'après les constatations opérées jusqu'à ce jour, la débauche entre hommes est très répandue à Colmar. Et on retrouve le même type de constat à travers toute l'Europe occupée. Un autre exemple, donc en Pologne annexée, à Poznan, cette fois-ci, ce sont des juges qui estiment que, je cite, les relations homosexuelles ont pris une telle ampleur dans le Wartheland que la moralité publique en est menacée. Alors, si les occupants allemands se disent ou feignent de s'étonner de l'importance de l'homosexualité dans ces territoires occupés, c'est notamment parce qu'ils estiment que le problème a été plus ou moins réglé à l'intérieur de la vieille Allemagne. Vous le savez sans doute, sous la République de Weimar, une véritable scène homosexuelle s'est développée. On pense bien sûr à Berlin, mais c'est également le cas dans bien d'autres villes allemandes. Et plus généralement, toute une infrastructure, une structure. Les homosexuels se sont mis en réseau, ils ont monté des associations, ils avaient leur propre revue qu'on pouvait acquérir dans le commerce directement. Donc il y a vraiment une culture homosexuelle qui s'est développée sous Weimar en Allemagne, jusque dans les provinces, parfois les plus reculées. Et toute cette scène homosexuelle a été d'emblée détruite par les nazis en 1933 lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir.
Notamment, ils ont détruit l'Institut de sexologie qu'avait fondé Magnus Hirschfeld. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. C'était un médecin allemand qui avait milité dès le Kaiserreich, donc dès la fin du 19e siècle, déjà en Allemagne, pour l'abrogation de la pénalisation de l'homosexualité masculine en Allemagne. Et son institut a été ravagé en 1933 par les nazis. Et il est mort en exil à Nice quelque temps après. Donc la scène homosexuelle allemande a été détruite très vite en 1933. Par contre, la répression à proprement dit des homosexuels n'a vraiment pris de l'ampleur qu'à partir de 1935. Ici, vous avez un graphique qui vous présente le nombre de condamnations. Alors, vous voyez, 33, 34, ça reste encore relativement modeste. Par contre, en 1935, les condamnations explosent, avec un maximum dans les années 37-38. En tout, on comptera 50 000 condamnations pour homosexualité sous le nazisme, au titre de ce fameux paragraphe 175, donc, qui pénalisait la sexualité entre hommes. Une des raisons qui explique cette explosion du nombre de condamnations, c'est la redéfinition des actes sexuels entre hommes dans le code pénal. Alors pour nous, ça peut nous sembler une évidence, d'accord, les actes homosexuels sont pénalisés. Sauf que les juristes, ils travaillent avec des définitions, ils aiment bien travailler avec des définitions précises. Donc il y a eu des débats juridiques pour savoir qu'est-ce qu'on devait considérer comme de la sexualité entre hommes. Et pendant longtemps, on a limité ça aux actes pénétratifs. Puis ensuite aux actes dits semblables au coït, donc qui imitaient la sexualité hétérosexuelle. Mais il y avait une série d'actes que nous, on considérerait comme sexuels qui n'étaient pas pénalisés. Par exemple, la masturbation mutuelle ou même individuelle en présence d'un autre homme. En 1935, la définition va changer. On ne parle plus d'actes sexuels contre nature, qui impliquait une analogie avec la sexualité hétérosexuelle, et donc notamment la pénétration. On parle cette fois d'actes sexuels avec un autre homme, donc au sens vraiment large. Et à partir de 1935, donc, les juges peuvent condamner pratiquement toutes les formes d'homosexualité. Et la définition est tellement large, en fait, il n'y a plus de définition. C'est le juge qui est libre d'interpréter les faits comme il le souhaite. Et donc, ça devient tellement large que lors de la publication de la loi en 1935, les commentateurs prennent le soin de préciser que la camaraderie entre hommes reste toujours légale. C'est pour vous dire combien la définition était large. Il y a un exemple que je prends toujours et qui est assez parlant, que j'avais trouvé en Pays de Bade, un homme qui avait porté la valise d'un autre homme. Les juges avaient considéré qu'on pouvait le condamner pour homosexualité car cela aurait été une préparation à un acte homosexuel, puisqu'il aurait eu une intention derrière sexuelle. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin. Et donc à partir de 1935, les définitions sont élargies, beaucoup plus de pratiques peuvent être condamnées. Et c'est donc une des raisons de l'explosion des condamnations. Par ailleurs, les peines sont aussi renforcées, et notamment dans certains cas particuliers, notamment les relations entre un majeur de plus de 21 ans et un mineur de moins de 21 ans. C'est considéré comme une circonstance aggravante, et là, c'est plus une peine de prison, c'est une peine de travaux forcés. De même, la prostitution homosexuelle devient une circonstance aggravante, travaux forcés. Donc, le gros de la répression en Allemagne, c'est 37-38. Mais vous le voyez sur le graphique, les condamnations se réduisent ensuite, et lorsqu'on rentre en guerre, 1940, vous voyez notamment ce palier en 1940, finalement, la police allemande, les tribunaux allemands ne considèrent plus la lutte contre l'homosexualité comme une priorité. C'est la guerre, il y a d'autres aspects à maîtriser que la sexualité directement. Donc ça devient un sujet, on peut dire, secondaire dans les faits pendant la guerre. Par contre, au niveau de la rhétorique est beaucoup plus forte pendant la guerre contre l'homosexualité qu'avant la guerre. Mais on voit concrètement
il y a moins de condamnations. Alors souvent, une des raisons qu'on a invoquées, c'est le fait que, oui, parce que en fait, la grande partie des hommes, en 1939-1940, ils se retrouvent dans l'armée. C'est pour ça que les tribunaux civils, finalement, condamnent moins d'homosexuels. Mais en réalité, si on regarde la justice militaire, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une multiplication des condamnations au sein de la Wehrmacht pour homosexualité, mais que cette augmentation est loin de rattraper le déficit, entre guillemets, de la justice civile. Donc globalement, on peut dire qu'il y a moins de répression. Il y a moins de répression devant les tribunaux, mais la répression s'intensifie dans la mesure où on envoie de plus en plus d'hommes dans les camps de concentration. Ces triangles roses dont je vous parlais précédemment, ils ont principalement existé durant la guerre. On compte entre 5 et 15 000 triangles roses. Donc hommes détenus dans les camps de concentration pour homosexualité sous le nazisme. Donc vous voyez, ça devient un sujet quelque peu secondaire en Allemagne, mais la question, du coup, c'est comment les Allemands vont réagir face à ce constat qu'il y aurait pléthore de sexualité entre hommes dans les territoires conquis. Comment vont-ils réagir? Est-ce qu'ils vont exporter ce modèle que je vous ai présenté rapidement en dehors des frontières et se mettre à réprimer, à condamner, à déporter ces homosexuels dans les territoires conquis ou pas? C'est donc le sujet sur lequel je vais vous entretenir donc cet après-midi. En réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, la question est complexe et ne peut être simplement répondue par oui ou par non. La question est la répression en fait de l'homosexualité dans les territoires conquis a été variable en fonction notamment de la manière dont les nazis ont catégorisé sur le plan racial les populations auxquelles elles avaient affaire. Et donc la question de la répression nazie de l'homosexualité est en fait intrinsèquement liée aux conceptions raciales du nazisme. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de ces liens entre les conceptions de la sexualité, les conceptions de genre des nazis, d'une part, et les conceptions de race des nazis. Et comment les deux ont pu s'entrecroiser durant la période, à travers l'exemple donc du traitement des homosexuels dans les territoires conquis. Je vais vous parler aussi bien de la théorie, donc qu'est-ce que les nazis disaient dans leur discours sur la question, que de la pratique, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ça me semble toujours important, lorsqu'on parle de l'histoire du nazisme, de mettre les deux choses en perspective. D'un côté, les discours, et de l'autre côté, la pratique. Et on s'aperçoit souvent qu'il existe des écarts entre les deux. Et c'est toujours intéressant de s'interroger sur les raisons de ces divergences entre ce qui est affiché dans les discours et ce qui est réalisé concrètement sur le terrain par les acteurs locaux. Alors, cette question-là, c'est un passage un peu inévitable en science, c'est passer rapidement par la question de l'historiographie. Qu'est-ce qui en a déjà été dit ou pas? Alors, ce qu'on peut dire, et vous l'avez sans doute remarqué, c'est que la question de la sexualité est de plus en plus prégnante dans l'histoire du nazisme qu'on écrit aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était un sujet qui n'existait absolument pas dans les études sur le nazisme, mais c'est un sujet qui est apparu ces dernières années. Et on peut prendre un bon exemple, c'est celui de Elisa Mailander, donc, qui a publié en 2021 ses travaux donc, sur la sexualité sous le nazisme. Le sujet intéresse aussi beaucoup les historiens qui travaillent sur les territoires européens conquis par les Allemands. À titre d'exemple, Maren Roger, mais c'est une historienne allemande qui a travaillé, elle, sur la sexualité en Pologne sous l'occupation, avec sa thèse donc, qui est parue en 2015. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que toutes ces études, elles traitent pratiquement exclusivement de la sexualité entre hommes et femmes. Ils ne s'intéressent pas à la sexualité entre hommes. Et souvent, un des arguments qui est avancé, c'est la rareté des sources sur le sujet. En réalité, c'est souvent le cas, quand on commence à s'intéresser à un sujet et à regarder, on s'aperçoit qu'en fait, il y a pléthore de sources et matières à traiter le sujet. Sujet de la répression de l'homosexualité qui est extrêmement traité en Allemagne,
il y a beaucoup d'études, notamment au niveau régional. Chaque land a son étude en cours ou récemment publiée sur la répression de l'homosexualité. Et le travail qui fait un peu référence actuellement en Allemagne, même s'il est critiqué aussi, enfin il a suscité des débats historiographiques, c'est l'étude d'Alexander Zinn qui est parue en 2018. Sauf que lui, il s'intéresse qu'à la vieille Allemagne et ne regarde pas ce qui s'est passé en dehors des frontières allemandes dans les territoires conquis. Donc vous voyez, il y a vraiment un vide là historiographique. Ceux qui travaillent sur la sexualité dans l'Europe nazie regardent que les relations hétérosexuelles, et ceux qui travaillent sur la sexualité entre hommes sous le nazisme ne s'intéressent qu'à l'Allemagne. C'est à gros traits que je vous dis ça. Évidemment, on trouve des exceptions, mais c'est vraiment la tendance de fond. Et donc, nous, je vous propose qu'on s'intéresse justement à cette question du traitement des homosexuels dans les territoires annexés. Et je vous disais, ce qui me paraît intéressant, c'est d'entrecroiser cette question avec la question par excellence qui préoccupe les nationaux socialistes, c'est la question de la race. Donc, comment les deux se sont entremêlés. Et une des premières étapes, un des premiers bouts par lequel on peut aborder la question, c'est sur le plan idéologique. Alors, comment les nazis justifiaient-ils la répression de l'homosexualité masculine? En réalité, il y avait là, en général, rien de bien innovant. C'était des préjugés qui existaient déjà depuis longtemps, et notamment depuis le XIXe siècle. Et notamment, un des aspects, c'était la défense de la procréation, avec l'idée que si on réprime l'homosexualité masculine, on va augmenter la natalité. Et donc, on va faire un peuple allemand fort en nombre. Ça, c'est un des premiers arguments. Un des autres arguments, c'est aussi la question de la moralité et de la virilité, puisque l'homosexuel était vu comme une figure efféminée qui affaiblissait le peuple. Donc, la répression de l'homosexualité est justifiée par la nécessité d'avoir un peuple allemand fort, aussi bien au point de vue du caractère qu'au point de vue du nombre. Par ailleurs, un des autres aspects importants, une des autres images qu'avaient les nazis de l'homosexualité, c'est que c'était une maladie contagieuse, une sorte d'épidémie qui se répandrait généralement des plus âgés aux plus jeunes par la pratique, et qu'il y aurait la possibilité de lutter contre cette épidémie par la force en réprimant les homosexuels et notamment en les rééduquant dans la mesure du possible pour les mettre sur ce qui est considéré comme le droit chemin de l'hétérosexualité. Tout cela, je vous disais, ce sont des arguments que les nazis n'ont pas inventés, mais qui existaient déjà au moins depuis le XIXe siècle. Ce qui est plus intéressant, c'est que certains idéologues nazis ont aussi développé une théorie de l'homosexualité typiquement racialiste. Et en particulier des idéologues qui appartenaient à la SS. Ils vont élaborer toute une justification raciale en faisant de l'homosexualité une tare qui serait propre aux races non nordiques. En gros, pour résumer, la race nordique, germanique, ne serait pas sujet à l'homosexualité. Ça serait une pratique qui viendrait de l'extérieur, des races étrangères, et qui contaminerait, et qui aurait commencé à contaminer la race germanique. Et si on veut que la race germanique nordique survive, il faut lutter contre l'homosexualité. Donc, une justification sur le plan racial. Un de ces idéologues, Karl August Eckart, qui était donc un historien du droit, membre de la SS, il publie en 1935 dans cette revue Das Schwarze Korps, c'était une revue de la SS, mais le même article paraîtra aussi dans une revue de juristes, donc on voit qu'il a réussi à diffuser sa vision des choses. Cet historien du droit va développer toute une théorie pour expliquer que les anciens Germains, qui seraient donc les ancêtres des Allemands de l'époque, auraient, dans leur droit, condamné à mort les homosexuels parce qu'ils considéraient qu'ils représentaient une atteinte à la race. Ça sonne très nazi,
mais ce Karl Egart considère que c'était déjà le cas des anciens germains. Et donc, il va expliquer que cette tradition allemande s'est petit à petit émoussée à cause de deux influences étrangères. La première, l'influence de l'Église chrétienne, qui aurait fait de l'homosexualité non plus une atteinte à la race, mais une atteinte à Dieu. Deuxième influence étrangère sur la conception des Germains, selon Eckhart, c'est l'influence de la philosophie des Lumières, qui n'aurait plus considéré l'homosexualité comme une forme de dégénérescence de la race, mais simplement comme une variante de l'être humain. Voilà. Et donc tout ça aurait petit à petit émoussé la vision des anciens Germains de l'homosexualité. Et il se réjouit, Eckhart, qu'au début du XXe siècle encore, il serait resté quelques traces de cette ancienne vision des Germains dans le droit des pays germanophones de l'époque. Alors, plus aucune loi de l'époque en Europe ne pénalisait l'homosexualité à mort. En revanche, on s'aperçoit effectivement que ce soit en Allemagne, que ce soit en Autriche ou dans les régions germanophones de la Suisse, toutes ces régions avaient pénalisé l'homosexualité masculine à l'époque. Alors qu'à contrario, le droit français, depuis la Révolution française notamment, mais plus généralement la Belgique, la Suisse francophone aussi, ne pénalisait plus l'homosexualité masculine à l'époque. Donc il voit là les traces de cet ancien droit des Germains, et selon lui, il faudrait qu'on revienne à l'ancienne tradition des Germains, et donc il en appelle au retour à la peine de mort pour homosexualité au nom de la défense de la race allemande. Et il fait le lien d'ailleurs avec la répression des Juifs notamment. Cette citation: de même que nous sommes revenus aujourd'hui à la conception des anciens Germains en ce qui concerne la question des unions mixtes entre races étrangères, nous devons également revenir à l'idée directrice nordique de l'élimination des dégénérés et condamner la dégénérescence destructrice de la race causée par l'homosexualité. La préservation de la pureté de la race est la clé de voûte de l'Allemagne. C'est en fonction d'elle que l'Allemagne tient ou s'écroule. Donc il fait vraiment là un parallèle. La race nordique ne serait pas simplement menacée par le mélange entre les races, entre guillemets, mais aussi par le développement de l'homosexualité au sein de la race, toujours entre guillemets, germanique, qui provoquerait petit à petit la dégénérescence de la race germanique. Voilà pour Eckhart. Un autre idéologue, Rudolf Clark, qui soutient une thèse en 1937, toujours en droit, alors lui, il va jusqu'à développer tout un modèle interprétatif de l'homosexualité. Il va construire, beaucoup d'idéologues nazis font ça, ils construisent des récits, on peut dire, racialo-historiques. Il mélange les deux. Et il va en faire de même avec la question de l'homosexualité. Alors selon lui, donc l'homosexualité, on pourrait en situer l'origine très précisément. Ça serait apparu à l'est de la Méditerranée, chez les anciens Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens et Phéniciens, où donc l'homosexualité aurait été tolérée et même encouragée par les dieux. Petit à petit, cette homosexualité se serait répandue à travers la Méditerranée, d'abord en Crète, puis en Grèce, à Athènes, puis à Rome, et toujours avec l'idée que c'est à partir du moment où il y a eu cette diffusion de l'homosexualité, due au mélange des races, selon lui, ça aurait entraîné l'écroulement, la chute de ces différentes civilisations. D'abord la Crète, ensuite la Grèce, ensuite la Rome antique.
Et la diffusion de l'homosexualité ne se serait pas arrêtée là. Elle aurait ensuite atteint le débouché du Rhône, puis serait remontée le long du Rhône par l'entremise des marchands romains, des saltimbanques gaulois et des moines missionnaires, aurait remonté le Rhône jusqu'à atteindre la Germanie, qui, d'après lui, n'aurait pas connu ce phénomène de l'homosexualité. Et que donc, au départ, les Germains avaient su y résister parce qu'ils avaient une conception très stricte en considérant l'homosexualité comme une atteinte à la race et qu'ils vouaient les homosexuels à la mort. Mais que finalement, et là il rejoint un peu ce que disait Eckhart, que cette ancienne conception se serait émoussée sous le fait de l'influence de l'Église chrétienne et de la philosophie des Lumières. Et à travers philosophie des Lumières, ils accusent évidemment la France, la Révolution française, d'avoir dépénalisé l'homosexualité et d'avoir exporté cette vision dans le nord de l'Europe. Alors là, on est au niveau des idéologues. Je vous dis, ça c'est un travail de thèse. Sauf que cette idéologie-là, elle va être reprise par des acteurs politiques, des gens qui ont véritablement le pouvoir, et notamment par Heinrich Himmler, qui est un grand adepte de la théorie qui consiste à considérer les Allemands du XXe siècle comme les descendants des Germains et à considérer que les Germains étaient eux-mêmes déjà supérieurs, notamment aux Romains, etc. Et Heinrich Himmler, lui, il reprend tout à fait ces discours et il estime aussi qu'on devrait revenir à la peine de mort pour les homosexuels, sauf qu'il estime que ce n'est malheureusement, pour reprendre sa vision, pas possible à l'époque. Il va tout de même réussir à convaincre Hitler de passer un décret en 1941 qui condamne à mort tout membre de la SS ou de la police qui aurait eu des rapports sexuels avec un autre homme. Donc je vous disais que ça devient un sujet entre guillemets secondaire, relativement secondaire pendant la guerre, la répression de l'homosexualité, mais n'empêche, les discours sont de plus en plus forts, la législation se renforce aussi. Là, on a un bon exemple, mais c'est spécifique pour les membres de la SS et de la police. D'ailleurs, entre parenthèses, ce décret n'a jamais été publié. Les autorités nazies avaient trop peur que ça donne une mauvaise image de l'institution, de la SS et de la police. En revanche, chaque membre de la SS et de la police était amené à signer une reconnaissance, un papier où il admettait avoir pris connaissance de cette innovation législative et du fait que donc il encourait la peine de mort s'il avait des relations sexuelles avec un autre homme. Et donc Himmler parvient à faire passer ce décret, et lui aussi il justifie tout ça en se raccrochant aux anciens germains. Et il explique par exemple que ce n'était pas une punition, donc à l'époque des Germains, que de tuer les homosexuels, c'était simplement l'élimination de cette vie anormale. Il fallait l'enlever comme on enlève les orties, on les met en tas et on les brûle. Donc vous voyez tout ce discours racialiste autour de l'homosexualité qui s'est construit. Une des questions qu'on peut se poser, c'est sur quoi tous ces idéologues se basaient-ils pour prétendre que les anciens Germains condamnaient à mort les homosexuels en considérant qu'ils avaient commis une atteinte à la race? En fait, ils se basent tous sur une source qui provient de la Rome antique, de Germania, de la Germanie, écrit par Tacite à la fin du 1er siècle. C'est un livre qui va être très important pour une partie des idéologues nazis. Et il considère que Tacite, à la fin du 1er siècle, a écrit que les Germains noyaient dans les marais les homosexuels. Sauf que le terme d'homosexuel, c'est un terme qui a été créé à l'époque contemporaine. Et donc, on se demande quel a été le terme
en latin employé par Tacite à l'époque et qui est interprété par les idéologues nazis comme étant les homosexuels. En fait, le terme de l'époque en latin, c'est corpore infames, donc littéralement ceux infâmes par le corps. Et à partir de là, on a pléthore d'interprétations. Qu'est-ce que Tacite a bien voulu dire en parlant de ceux infâmes par le corps? Alors pour les nazis dont je vous ai parlé, il ne fait aucun doute qu'ils parlaient des homosexuels. En réalité, si on regarde l'historique, l'évolution des traductions depuis le XVIe siècle de Tacite, on voit que cette interprétation est relativement tardive. Pendant longtemps, et c'est d'ailleurs l'interprétation qui en est faite aujourd'hui dans les traductions modernes, on considère que ce sont les automutilés, ceux qui se seraient mutilés le bras, par exemple, pour ne pas avoir à aller au combat. Sauf que les nazis donc considèrent que ce sont des homosexuels, et on retrouve ça en fait dans des traductions déjà au début du XIXe siècle. Et par exemple, Christian Barth, en 1820, propose déjà cette traduction-là, et c'est toujours un moyen pour lui de dire les Allemands, nous, on est propre, entre guillemets, l'homosexualité, c'est un mal qui vient de la Méditerranée. Et donc ça, en fait, on le retrouve déjà avant les nazis, on le retrouve chez tous ces historiens qu'on qualifie de folkisch nationalistes de l'Allemagne du XIXe siècle. Donc c'est un bon exemple pour montrer que beaucoup des théories nazies sont en fait des réemplois, des mélanges, des bricolages avec des théories folkisch nationalistes qui existaient déjà précédemment. Donc là, on est sur le plan de l'idéologie. Mais concrètement, l'Allemagne, à partir de 1939-1940, va se retrouver confrontée directement à la question du rapport entre les Allemands et les races étrangères. Vous allez à la fois avoir d'un côté des millions de prisonniers de guerre de toute l'Europe qui sont détenus en Allemagne, et de travailleurs forcés aussi, et en même temps, vous allez avoir des soldats allemands, des fonctionnaires allemands qui vont être éparpillés dans toute l'Europe conquise. Donc, durant la guerre, vous avez un contact très fort entre des populations qui sont considérées comme étant de races différentes, avec l'implication que ça peut engendrer, à savoir qu'il y a des relations entre eux. On parle beaucoup d'éventuelles relations hétérosexuelles qui ont pu se nouer entre ces populations, et notamment la manière dont les Allemands ont réprimé ces relations, mais il y a pu aussi y avoir des relations homosexuelles entre ces différentes populations. Et donc la question maintenant, c'est de voir concrètement comment les autorités allemandes ont réagi. Alors je vais prendre deux exemples, celui de la Pologne et celui de la France, et en insistant bien sûr sur le cas de l'Allemagne, qui vous intéressera peut-être plus précisément. Alors, il faut d'abord faire un état des lieux avant les conquêtes, au niveau du législatif. Mais je l'ai déjà dit un peu rapidement. En fait, l'Allemagne, l'Autriche pénalisaient l'homosexualité masculine. En Autriche, même l'homosexualité féminine également. Ça avait été le cas déjà sous l'Ancien Régime, ça avait été maintenu au 19e en Autriche. Et les nazis vont réfléchir, est-ce qu'il faut l'abolir ou pas? Finalement, ils vont le conserver. Et on voit d'ailleurs en Autriche une augmentation des condamnations de femmes aussi pour homosexualité. Mais c'est vraiment spécifique à l'Autriche. Par contre, dans la plupart des autres pays européens, l'homosexualité masculine n'était pas pénalisée avant la guerre. En France, je vous l'ai dit, c'était le cas depuis la Révolution française. Pourquoi ? Parce que les révolutionnaires avaient considéré que la sexualité entre hommes était une affaire d'ordre privé, que seul devait être pénalisé ce qui entraînait un dommage à autrui, qu'on ne pourrait plus condamner quelqu'un pour atteinte à la morale ou à la religion, à Dieu, mais il faut qu'il y ait un dommage concret sur une autre personne. Ils ont considéré que ce n'était pas le cas de l'homosexualité tant que c'était entre partenaires consentants. Donc c'est pour ça que dans le droit français, et aussi
dans beaucoup d'autres pays, notamment latins, l'homosexualité n'était plus pénalisée au début du XXe siècle. Les Allemands, eux, ils avaient une toute autre conception, c'était l'idée que ce n'est pas une affaire privée, l'homosexualité, c'est une affaire qui concerne le collectif, parce que ça aurait des conséquences sur l'ensemble, avec la baisse de la natalité notamment. Voilà. Donc c'est deux conceptions totalement différentes. Et en France, donc, pas de pénalisation avant la Deuxième Guerre mondiale. De même, en Pologne, pas de pénalisation, sauf dans un cas particulier, le cas de la prostitution entre hommes. Et donc, les Allemands arrivent dans ce contexte législatif donné, pas de pénalisation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut là distinguer, comme je vous le disais au début, les territoires qui sont annexés, où l'Allemagne considère qu'elle est chez elle, donc notamment l'ouest de la Pologne, ou encore l'Alsace, Moselle, pour le cas de la France. Dans ces territoires annexés, la législation allemande va remplacer la législation existante. Et notamment en Alsace, le code pénal français va être remplacé par le code pénal allemand. Alors ça s'est fait progressivement. Robert Wagner pouvait le faire à son rythme. Lui, il était plus préoccupé par les questions de politique ou d'économie, et finalement, le droit pénal l'intéressait peu. N'empêche, à partir de 1941, il va exister concomitamment avec le droit pénal français. Alors ça fait qu'on a une situation en Alsace un peu particulière. On a deux codes pénaux qui existent en même temps. L'un qui pénalise l'homosexualité, le code allemand, l'autre pas. Par contre, en 1942, cette fois-ci, Wagner décide de supprimer totalement le code pénal français. Il n'existe dès lors plus que le code pénal allemand, et donc l'homosexualité masculine est donc pénalisée pour toute l'Alsace. Mais vous voyez qu'il ne l'a pas fait directement parce qu'il était préoccupé par la question de l'homosexualité. Ça s'est fait, c'était une conséquence du remplacement du code pénal. Et ça, c'est une différence, par exemple, avec le Luxembourg, où le collègue, entre guillemets, de Wagner, Simon, lui, dès 1941, a publié un décret particulier pour pénaliser l'homosexualité au Luxembourg. Donc, il semblait plus préoccupé par le sujet que Robert Wagner. Donc, la législation allemande existe dans les territoires annexés. Par contre, dans les territoires occupés, que ce soit le gouvernement général ou le reste du territoire français, le droit en vigueur, le droit polonais et le droit français pénal reste en vigueur. Par contre, il existe aussi des juridictions allemandes qui sont en capacité, en droit, d'appliquer le code pénal allemand. En France, ça va être le fait des tribunaux militaires, donc qui peuvent concrètement condamner un Français pour homosexualité au nom du droit allemand. Et dans le gouvernement général, là, on a même des tribunaux civils allemands qui sont aptes à poursuivre des Polonais pour homosexualité au titre du droit allemand. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours comparer les discours et la réalité, l'application concrète. Là, de même, ce n'est pas parce que la législation existe qu'elle est forcément appliquée. Donc il faut aller plus loin et regarder concrètement dans les sources, dans les dossiers judiciaires, si cette législation a été appliquée ou pas. Alors là encore, il faut distinguer les territoires annexés des territoires simplement occupés. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que, et ça découle un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'interdit de l'homosexualité, il vaut pour les Allemands. Et on le combattait pour renforcer le peuple allemand. Donc, a priori, la sexualité des peuples et des races étrangères n'intéresse pas les autorités nazies. Ce n'est pas leur sujet. Et c'est notamment ce que va dire le tribunal de la Feldkommandantur à Rennes, donc un tribunal militaire allemand qui s'est retrouvé chargé de juger un Français qui était membre de l'organisation Todt, vous savez, qui travaillait pour l'industrie allemande, qui était accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec un travailleur russe, donc un Français et un Russe. Et s'est amené devant un tribunal militaire allemand. Sauf que les juges estiment rapidement que la justice pénale, c'est la citation
que je vous présente là n'a aucun intérêt particulier à réguler la vie juridique, la morale et la philosophie de vie des peuples étrangers. Ce n'est pas leur sujet. Toutefois, ils vont quand même en venir à condamner André, donc le français, ainsi que son partenaire russe, au motif que ces pratiques homosexuelles avaient mis en danger l'organisation et donc les intérêts allemands. Donc ce qui a joué là, c'est le fait que la relation ait eu lieu au sein de l'organisation Todt et que les autorités militaires allemandes considéraient que ça mettait en danger l'intérêt des Allemands. Mais en dehors de ça, ils n'auraient eu aucun intérêt à poursuivre cette relation. Un autre exemple, un certain Louis, typographe de Chalon-sur-Saône, qui entretenait, lui, des relations sexuelles avec un conducteur de train allemand. Et là aussi, un tribunal militaire allemand à Dijon va condamner le français, Louis, en estimant que la relation aurait nui à l'image de l'Allemagne. Donc c'est les deux motifs principaux. Toutes les relations qui mettraient en danger les intérêts allemands directement, notamment au niveau des secrets par exemple, c'est une grande hantise ça qu'on retrouve aussi dans les relations hétérosexuelles, le fait que des hommes allemands, des officiers, des gens qui ont des informations importantes puissent communiquer sur l'oreiller, entre guillemets, des informations qui seraient ensuite divulguées. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les tribunaux militaires condamnent aussi des Français en France, entre guillemets, de l'intérieur pour relations sexuelles avec des Allemands. Et c'est aussi la question de l'image, que ça porterait atteinte à l'image de l'Allemagne en France si les Français se mettaient à avoir des relations sexuelles avec des Allemands, notamment entre hommes. On retrouve la même chose en Pologne. En Pologne, donc occupée, je vous parle du gouvernement général. Donc là, c'est un exemple d'un certain Kurt, un citoyen allemand, qui a entretenu des relations avec 6 Polonais. Et les 6 Polonais vont être condamnés en 1943 par le tribunal spécial de Varsovie, donc pour homosexualité. Et toujours avec donc les mêmes arguments que ça mettrait en danger l'Allemagne. Mais vous voyez que la répression, elle est finalement relativement limitée. Ça se limite à certains cas de figure. Les Français qui pouvaient avoir des relations sexuelles entre eux ou les Polonais entre eux, a priori, ça n'intéressait pas les autorités allemandes dans les territoires occupés. Et c'est une des raisons pour lesquelles on continue de voir dans ces territoires une scène homosexuelle se développer. À Paris, sous l'occupation, il y avait une scène homosexuelle qui était visible, et de même à Varsovie. Il en va tout autrement, en revanche, pour les territoires annexés, où la population est considérée principalement comme appartenant à la race germanique, au peuple allemand, les prétendus Volksdeutsche, comme les Alsaciens, qui étaient considérés être membres du peuple allemand. Et donc, l'interdit de l'homosexualité s'appliquait à eux également, aux Alsaciens, aux Mosellans, aux citoyens polonais considérés comme Volksdeutsche également. Alors pour le cas de l'Alsace, je vous disais que la législation pénale n'est pas introduite immédiatement, la législation allemande. Donc en 40-41, normalement, ce n'est pas pénalisé, il ne devrait pas y avoir de répression. Mais ça ne va pas empêcher la police allemande sous les nazis n'a pas besoin de base juridique pour travailler. Elle se lance dans la répression de l'homosexualité. Elle fait des listes d'homosexuels et elle en expulse. Donc parmi la population alsacienne qui est expulsée en 40, on pense avant tout aux personnes juives, aux personnes francophiles, etc. Mais il y a aussi ceux considérés comme homosexuels. Donc expulsion. Par ailleurs, les Allemands ont quand même un problème, parce qu'ils considèrent que, oui, d'accord, ce sont des homosexuels alsaciens. Qu'est-ce qu'on en fait? D'un côté, c'est des Alsaciens, donc ils appartiennent à notre sang,
ils sont là pour renforcer le peuple allemand, la race germanique. Mais d'un autre côté, leur comportement sexuel est complètement dégénéré, ils risquent de contaminer. Donc en fait, les policiers allemands vont toujours faire la balance entre les deux critères. À quel point la personne est irrécupérable, entre guillemets. Parce qu'on ne voudrait pas envoyer du bon sang, entre guillemets, allemand en France. C'est vraiment les réflexions de l'époque. Donc finalement, ils vont expulser que ceux qu'ils considèrent comme, entre guillemets, irrécupérables. Les autres, ils les conservent en Allemagne, en Alsace, sauf qu'ils leur imposent une rééducation forcée, et notamment dans le camp de Schirmeck. Là aussi, on va retrouver un certain nombre de détenus pour homosexualité à Schirmeck. Le plus connu d'entre eux, c'est Pierre Zehl, qui est un des seuls à avoir témoigné publiquement de la répression de l'homosexualité dont il a été victime sous le nazisme en Alsace. Et là, lui, notamment aussi, été interné, déporté à Schirmeck. Alors, les Alsaciens déportés à Schirmeck pour homosexualité ne portaient pas le triangle rose dont je vous parlais pour les détenus dans les camps de concentration. Ils portaient un carré bleu ciel. Ils étaient regroupés dans la même catégorie que les prostituées, que les prêtres. Voilà, il n'y avait pas une catégorie spécifique. Le plus jeune des détenus qu'on a pu, pour homosexualité à Schirmeck, qu'on a pu repérer, il avait 14 ans. Donc, la répression, et ça on le voit dans les rapports de police, les policiers passent des heures, des jours de travail à enquêter sur de la sexualité entre adolescents, des relations sexuelles entre adolescents, et les répriment également fortement. Ça, c'est avant que la législation pénale existe en Alsace. Je vous disais, en 1941, mais surtout 1942, elle s'applique totalement en Alsace. Pour vous donner un exemple d'un Alsacien qui va en faire les frais, si je puis dire, Eugène Egermann, un comptable strasbourgeois, qui entretenait une relation sexuelle, on peut même dire une relation amoureuse, puisqu'il va rester 1 an avec un dénommé Joseph, qui était en fait un Allemand, un policier allemand qui avait été muté en Alsace. Ils vont entretenir tous les deux une relation pendant 1 an. Ils vont finir par être dénoncés, arrêtés. Le policier allemand, je vous le disais précédemment, il encourait la peine de mort, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le tribunal de la SS de Stuttgart est venu exprès à Strasbourg, l'a condamné à mort, et donc son compagnon a été fusillé à Stuttgart en 1942 pour homosexualité. Eugène, lui, n'encourait pas la peine de mort, mais il a comparu devant le Landgericht de Strasbourg, qui l'a condamné à 2 ans de prison pour homosexualité. Un des points intéressants, me semble-t-il, c'est quand on regarde sur la page du jugement, vous avez donc tout d'abord les inculpés, puis la liste des magistrats qui ont pris part au jugement. On a tendance à dire que c'est de la répression allemande des Alsaciens pour homosexualité. Sauf que si on regarde dans le détail, et là c'est un exemple flagrant, les membres de la chambre pénale qui l'ont condamné étaient des magistrats alsaciens qui sont restés en poste. Et notamment le président de la chambre qui l'a condamné était un magistrat alsacien qui avait été muté en 1931 par les autorités françaises à Valenciennes parce qu'il le considérait comme anti-français en raison de ses liens avec le mouvement autonomiste. Et en 1940, lors de la défaite de la France, il a démissionné, il a carrément écrit une lettre aux autorités françaises pour démissionner de la magistrature française. Il a proposé ses services aux Allemands et il a été engagé par les Allemands. Il a fait carrière dans l'Alsace annexée. Il est devenu citoyen allemand, membre du parti, et donc il a condamné Eugène au titre de la législation allemande. Donc, pour vous montrer qu'on retrouve aussi des Alsaciens impliqués dans le système de répression, même s'il faut toujours rappeler que les autorités judiciaires étaient aux mains, elles, d'Allemands de vieille Allemagne. Alors, Eugène est loin d'être un cas particulier. Si on regarde les archives du Landgericht de Strasbourg, on trouve à peu près une 50aine de cas d'hommes condamnés pour homosexualité
au titre du droit allemand. Je vous disais, ça a commencé en 1941, mais vraiment c'est en 1942-1943, lorsque seul le droit pénal allemand existe. Et on peut aussi s'intéresser à la nature des peines, parce que les peines étaient plus faibles ou plus fortes en Alsace que dans le reste de l'Allemagne. Alors, parmi les 6 camemberts que je vous présente là, on peut se concentrer sur les 2 premiers en haut à gauche. Landgericht de Karlsruhe en comparaison du Landgericht de Strasbourg. Sans rentrer dans les détails, on voit que 18% des condamnés pour homosexualité à Karlsruhe le sont à des peines de travaux forcés. 18%, c'est ce qui est en rouge, contre 60% à Strasbourg. Donc, à Strasbourg, les pratiques judiciaires contre les homosexuels étaient plus fortes, plus dures que dans la vieille Allemagne. Alors on peut élaborer des hypothèses. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une pression sur les magistrats au regard de l'impératif posé par Wagner de germinalisation rapide de l'Alsace, et donc on se montre plus strict? Ou alors, de manière plus pratique, concrète, les juges alsaciens qui ont participé à ces jugements, on s'aperçoit qu'ils ont souvent appliqué la loi de manière littérale, au pied de la lettre. Ils sont souvent allés dans le haut de la peine possible, alors que les magistrats en vieille Allemagne, qui étaient déjà habitués à employer, à utiliser, à pratiquer cette législation, avaient plus souvent tendance à reconnaître des circonstances atténuantes et n'allaient pas jusqu'au maximum de la peine qu'ils pouvaient appliquer. Donc on voit là, c'est un exemple intéressant de cette différence entre discours et pratique, c'est que les acteurs au niveau local ont des marges de manœuvre et qu'ils l'emploient dans un sens ou dans l'autre. Et on voit qu'en Alsace, ils l'ont plutôt employé dans le sens fort, et en Pays de Bade, moins fortement. Même si c'est beaucoup plus fort que ce qui pouvait exister sous Weimar, etc. Mais si on compare à la même époque. En Moselle, si vous voyez à droite, donc c'est le Landgericht de Metz, on trouve très peu de condamnations. Alors là aussi, on en est réduit à faire des hypothèses. Pourquoi une condamnation relativement massive? Là, je ne vous parle que du Landgericht, mais on a retrouvé le nom de au moins 350 personnes en Alsace réprimées pour homosexualité durant l'annexion, alors qu'en Moselle, on en trouve très très peu. Pourquoi? Alors là aussi, on en est donc réduit aux hypothèses. Soit les acteurs locaux avaient un désintérêt pour le sujet, qui est possible, mais qui semblerait surprenant, puisque ce n'était pas le cas dans les autres territoires annexés, ou alors c'est simplement que les archives en question ont disparu. Et dans ce cas-là, on n'a pas les sources, donc ce n'est pas possible d'établir les faits. Alors qu'en est-il en Pologne annexée? Donc c'est des territoires qui sont marqués en gris foncé. Alors c'est à peu près la même situation qu'en Alsace, sauf qu'elle est encore compliquée par le fait que en territoire annexé polonais, vous avez un mélange de populations qui n'existe pratiquement pas en Alsace. Robert Wagner, dès le départ, ou alors son homologue en Moselle, ils vont expulser tous les habitants qui ne sont pas considérés comme Volksdeutsche. Ce n'est pas le cas aussi massivement dans les territoires polonais annexés. Donc vous allez vous retrouver dans ces territoires avec une cohabitation entre des Reichsdeutsche, donc des Allemands qui sont venus de vieille Allemagne, avec des Polonais qui sont considérés comme Volksdeutsche, et des Polonais qui, eux, sont considérés comme Slaves, et donc comme une race inférieure. Et donc vous avez ce mélange de populations-là. Alors évidemment, ça va complexifier la question pour les autorités nazies. Et un exemple que je vous donne là, devant le tribunal de Leslau, a comparu un Allemand qui a eu des rapports sexuels avec des Polonais. Et ce qui est intéressant de voir dans l'argumentaire des Polonais, c'est qu'ils vont considérer certaines circonstances atténuantes à son égard.
des circonstances atténuantes qui n'auraient jamais pu être données à l'intérieur de la vieille Allemagne. Mais là, on a un contexte d'annexion particulier. Je vous lis la citation. L'inculpé qui vit à Leslau, séparé de sa famille depuis 1939, se trouvait dans une détresse sexuelle, car il ne voyait aucune possibilité de pratiquer des relations sexuelles normales. Étant donné que dans la région de Leslau, il n'y avait à disposition pour satisfaire la pulsion sexuelle que des Polonaises, mais que toute relation avec elles était interdite. Cette citation, je la trouve vraiment intéressante parce que là, on lit vraiment la manière dont l'idéologie nazie peut s'appliquer, peut s'adapter au contexte local. Et donc là, il considère qu'il y a une particularité dans les territoires annexés, que comme l'inculpé en question était séparé de sa femme, qu'il n'avait pas de femme allemande, entre guillemets, à disposition, finalement, on peut lui accorder des circonstances atténuantes s'il a eu une relation homosexuelle. Donc vous voyez comment les choses commencent à bouger. Par ailleurs, la hiérarchie des normes est totalement bouleversée, puisqu'ils en viennent à dire que finalement, la relation homosexuelle est moins grave que la relation hétérosexuelle, parce que s'entrecroise la question de la race, et que finalement, tout compte fait, à choisir, vaut mieux qu'un Allemand ait une relation sexuelle avec un homme polonais considéré comme slave qu'avec une femme polonaise considérée comme slave. Là, c'est vraiment un bon exemple de l'intersection entre les deux normes. Et donc, finalement, ils en viennent à lui reconnaître des circonstances atténuantes pour cette raison. Mais qu'est-ce qu'il en est des Polonais considérés comme slaves qui sont dans ce territoire-là? Ils vont être poursuivis. Je passe sur les quelques exemples que je vous avais rassemblés, mais donc la justice allemande s'intéresse vraiment aux Polonais considérés comme slaves et condamne leur homosexualité. Sauf si on regarde, si on fait une étude statistique, alors malheureusement il n'existe pas pour la période de la guerre des statistiques judiciaires exhaustives. On a la chance d'avoir ça pour les années 30, mais pas pour les années de guerre. Donc il faut travailler avec des échantillons. Et dans un des échantillons que j'ai pu former dans mes recherches dans les archives polonaises, on s'aperçoit que qui est donc condamné pour homosexualité dans ces territoires par la justice allemande. 1940-1941, une majorité de Polonais considérés comme slaves, donc comme une race inférieure, qui sont poursuivis pour homosexualité. Et pas uniquement parce qu'ils avaient des rapports sexuels avec des hommes allemands, mais aussi parce qu'ils avaient des relations sexuelles entre Polonais. Par contre, on s'aperçoit que très vite, 42-43, il y a moins en moins de Polonais slaves qui sont réprimés. Toujours comme avant, on a un constat, il faut qu'on aille chercher des explications. Alors là, on n'en est pas réduit aux hypothèses, parce qu'on a la chance d'avoir des prises de position directes des autorités nazies sur la question, chose qu'on n'a pas pour le cas français. Première prise de position, celle de Roland Freisler. Alors vous le connaissez sans doute, peut-être, c'est lui qui a présidé par la suite le Volksgerichtshof, donc le tribunal suprême, le tribunal civil suprême, sous le nazisme, et qui a notamment fait condamner à mort les participants à l'attentat manqué de juillet 1944. Et Freisler, à l'époque, il travaillait au ministère de la Justice. Alors, je ne vais pas vous lire toute la citation, mais simplement le plus important, il n'y a par exemple pas d'atteinte à l'ethnie allemande lorsqu'une Polonaise avorte ou se rend coupable d'infanticide ou que des Polonais ont entre eux des relations homosexuelles. Il considère que la répression de l'homosexualité ou alors la répression de l'avortement, tout ça, ça va toujours de pair puisqu'il s'agit de renforcer la natalité. Ça, c'est pensé pour le peuple allemand, c'est pensé pour la race germanique, pour renforcer la race. Et donc, ça n'aurait pas de sens de condamner des ressortissants d'autres peuples, d'autres races. Et donc, en 1941, il appelle à pénaliser, à poursuivre ça moins fortement. De même,
Martin Bormann, c'était le plus proche, enfin un des plus proches de Hitler. Il avait vraiment son accès personnel. Il va dans le même sens. Lorsqu'il évoque la question des condamnations pour homosexualité, il explique que les tribunaux allemands doivent être vigilants lors de leur prise de décision à ne pas favoriser la force biologique des ethnies étrangères, en particulier de l'ethnie polonaise, et ce d'autant plus que celle-ci fait preuve de vitalité dans les territoires annexés, plus de vitalité dans les territoires annexés que l'ethnie allemande. Donc en gros, on devrait se réjouir si les Polonais slaves avortent et si les Polonais ont des relations sexuelles entre hommes. C'est dans l'intérêt de l'Allemagne et il faudrait ne pas le réprimer. Sauf que le ministère de la Justice a un peu des difficultés avec ça, parce que c'est toujours intéressant sous le nazisme, c'est qu'à la fois c'est un régime totalement totalitaire, totalement illégal, mais en même temps qui essaie toujours de travailler avec la forme du droit et qui défend donc le fait qu'il faudrait réprimer, appliquer le code pénal tel qu'il est dans ces territoires. Mais finalement, le ministère de la Justice accepte de renoncer à la poursuite des Polonais pour homosexualité, mais à la seule condition qu'ils soient effectivement expulsés le plus rapidement possible du pays dans un lieu où le risque de contamination de la population allemande n'existe pas. Toute la question, c'est de savoir où vont être envoyés ces Polonais slaves homosexuels. Est-ce qu'ils vont être simplement, entre guillemets, envoyés dans le gouvernement général, dans le territoire non annexé, ou est-ce qu'ils vont être envoyés en camp de concentration ? Et ça, c'est une question qui reste encore à creuser. Voilà, en conclusion, pour le dire rapidement, vous voyez comment donc les questions de race et les questions de genre, de sexualité s'entrecroisent sous le nazisme et que ça peut amener à des mouvements dans l'idéologie et dans l'application concrète. Et en tous les cas, on voit là une grande différence avec la question de l'antisémitisme allemand. Évidemment, l'antisémitisme allemand avait pour vocation de s'exporter au-delà des frontières. Ce n'était pas le cas de manière générale pour la lutte contre l'homosexualité, parce que ça ne devait s'appliquer qu'à ceux qui appartenaient au peuple allemand, à la race germanique, à moins qu'ils mettent en danger, que la relation mette en danger directement l'Allemagne. Donc voilà une grande différence entre les deux. Et pour faire la boucle, je vous disais au début que le sujet était souvent utilisé de manière politique, un usage politique de l'histoire, et notamment en France, au moment du mariage, pour tous, on a vu cela. Mais pour terminer, je voudrais vous évoquer un exemple d'usage politique qui en a été fait de l'autre côté de l'Europe, côté polonais, avec cette citation du chef du PiS, hein, c'est le parti polonais traditionnaliste ou conservateur d'extrême droite, je ne sais pas comment le formuler, et qui était à l'époque accusé notamment par l'Allemagne d'avoir une politique contre les personnes homosexuelles. Et une des manières dont il a eu de se défendre, c'est de renvoyer l'accusation d'homophobie aux Allemands, et en utilisant cette histoire. En Pologne, les homosexuels n'ont jamais été persécutés. Contrairement à de nombreux autres pays, l'homosexualité n'a jamais été interdite en Pologne et n'a jamais été punie, sauf à l'époque de la division du pays, lorsque la Pologne n'avait pas d'État propre sous domination, étrangère. C'est pourquoi il n'y a pas chez nous une telle histoire, une telle tradition, il n'y a pas non plus de violence contre les homosexuels. Et à qui il pense évidemment en parlant de domination étrangère quand il donne cette interview au Bild, c'est aux Allemands, et donc il renvoie l'accusation d'homophobie aux Allemands en utilisant cet exemple. Voilà, je vous remercie.